Bonjour à tous, bienvenue à la librairie Le Kermit pour cet échange avec Dorothée Myriam Kellou autour de son livre Nancy Kabylie. Je me présente, je m'appelle Smaïl Chertouk, je représente ici le collectif DayZ, j'en parlerai plus longuement, mais avant d'aller plus loin, je voudrais céder la parole aux amis qui nous accueillent, donc au gérant du Kermit pour quelques mots d'introduction. Je suis vraiment honoré. Nous sommes comme librairie qui depuis des années s'occupe des problèmes du tiers-monde, spécialement l'Algérie, et le problème kabyle dans son ensemble. Et les Kabylies, c'est un peu comme la maison culturelle des Kabylies qui passaient à Paris. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui, à peu près à la veille de notre 50e anniversaire. Ça fait la continuité de s'intéresser à cette partie du monde, cette culture, son insertion en France, sa relation, et vous êtes bienvenus. C'est un honneur pour nous, et c'est un lieu de mémoire de pas mal de monde qui sont venus du Sud, de Senghor jusqu'à Aimé Césaire, jusqu'à les personnages politiques Aït Ahmed et les autres, c'était leur librairie, et là, aujourd'hui, c'est vous qui êtes bienvenus pour présenter votre livre. Merci. Merci beaucoup, merci. Dorothée, merci de nous rassembler. À Mansoura, tu nous as séparés, mais à Paris, tu nous rassembles. Donc, merci beaucoup. On est ravis d'être là. Je disais qu'on organisait ce débat au nom du collectif DayZ. Quelques mots, si vous me permettez, sur le collectif DayZ. C'est DayZ, les lettres que vous entendez, c'est le D et le Z, donc c'est relatif à l'Algérie. Mais en vrai, ça s'écrit DayZ, le jour de l'Algérie. Parce que c'est parti d'une idée, on était quelques-uns, Algériens, Algéro-Français, amis de l'Algérie, amants de l'Algérie, fascinés par l'Algérie, ou les gens qui ont un souci avec l'Algérie, tous ces liens pluriels qu'on a avec l'Algérie, à s'être rencontrés il y a quelques années, à se dire il faut qu'on se voit davantage, on a besoin de se voir, de parler d'Algérie, de faire des projets autour de l'Algérie. De cette idée simple est né ce collectif, auquel on a donné différents noms jusqu'à le stabiliser sur DayZ. Et même les slogans, on s'est beaucoup amusé. Est-ce que vous vous souvenez de la France, tu l'aimes ou tu la quittes? Nous, on l'a détourné, on a dit l'Algérie, tu l'aimes ou tu la kiffes. Donc, il y a un seul rapport possible à l'Algérie. C'était le premier slogan, c'était un slogan plutôt de communication. Après, on a changé, on a pris un slogan plus sérieux, qui est l'Algérie en projet. C'est important de rajouter le S. Ça veut dire qu'on mène des projets. Pourquoi je dis le S? Parce qu'on nous a dit, quand on a mis cette phrase, on nous a dit « Ah, l'Algérie est un projet ». Aussi, on assume aussi ça. Donc c'est l'Algérie en projet. Pourquoi? Parce que le but du collectif, c'est de réaliser des projets, c'est de permettre des projets, c'est aider à l'émergence de projets culturels, scientifiques, économiques, artistiques, portés par des Algériens, des Franco-Algériens, des gens qui aiment l'Algérie. Un seul déterminant, c'est que ça profite à l'Algérie et ou à l'Algérie, aux Algériens et ou à l'image de l'Algérie. Vous l'avez compris, l'idée c'est de changer un peu cette manière, tous les mots négatifs auxquels est associé le vocable Algérie dans les médias, dans la politique, et puis de réaliser des projets, tout simplement, de permettre à des gens d'aller au bout de certaines idées. Depuis qu'il existe, le collectif a réalisé un certain nombre de choses. Un grand événement qui s'appelle l'Algérie en projet, qui a commencé par un débat, et la deuxième partie, c'était le pitch de porteurs de projets. On a réalisé plusieurs soirées festives dont le nom, on l'a voulu très simple. On va permettre aux gens de nous rejoindre. Quelques soirées festives pour le titre, on n'est pas allé chercher très très loin. Ça s'appelle Shtah. Et bien sûr, c'est un ordre à l'algérienne, quoi. Voilà, donc il y avait une seule possibilité. Et 300 personnes étaient là à chaque fois pour passer ce moment. Aujourd'hui, le book club. Il y a eu également une soirée autour du match Algérie-Angola, etc., etc. L'idée, c'est de réaliser régulièrement des moments, de se retrouver autour de cette algérianité plurielle, élastique, qu'on veut vraiment riche et ouverte. C'est très, très important. Et aujourd'hui a lieu le premier book club avec mes amis. Et je voulais dire que ce petit collectif ne serait rien sans ses bénévoles. Ils sont plusieurs à être parmi nous ici. Il y a Sarah, Lina, Célia, Soumeya. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Marwa. Et Marwa. Merci beaucoup. Je savais que je n'en oublierais pas. Bienvenue, merci, bienvenue à ce moment. Donc autour du livre de Dorothée Myriam Kellou, qui nous ramène au pays natal, enfin pour certains, c'est mon cas, c'est l'Algérie, c'est la Kabylie, et c'est toujours un bonheur de parler d'Algérie et de parler de la Kabylie.
Moi, je voudrais un tout petit peu introduire les choses et je vais laisser Soumaïa poser des questions et je la ramènerai peut-être par-ci par-là autour de petites choses, si vous me le permettez. Moi, j'avais une question toute simple, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans mes lectures. Il y a Rachid Benzine, il y a Nina Bouraoui et d'autres et d'autres. J'ai remarqué qu'il y a, bon, Rachid Benzine, c'est le Maroc, mais souvent c'est l'algérianité et c'est la France coloniale. Il y a comme une sorte, je parle sous votre contrôle, Dorothée, c'est une question que je voudrais vous adresser. Il y a comme... Bonjour, bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Non, non, c'est inclusif et ouvert. J'avais une question, Dorothée. Il y a une sorte de littérature des pères qui pousse aujourd'hui. La transmission, mais particulièrement les pères, ce qu'ils symbolisent, leur manière de rassembler, de ramener à cette histoire. J'ai aimé la symbolique entre votre documentaire et votre livre. C'est comme s'il avait les documentaires et que vous avez le livre, que vous retrouviez. Et je sais que l'un a permis l'autre. Je voudrais votre mot sur ça et sur cette littérature des pères. Ah ouais, c'est une sacrée entrée en matière. Déjà, merci à tous d'être là. On en est au Burkina, Algérie, là, 1-0. Bon, il y a une concurrence réelle. Donc, merci à tous d'être là. Alors, la littérature des pères. Et moi, ma mère est française, donc c'est par le père que l'Algérie est passée. Oui. Et c'est par le père que j'ai commencé, en fait. Mais je n'exclus pas qu'un jour, j'écrirai aussi sur ma mère. J'espère qu'elle n'écoute pas. Catherine, parce que ce n'est pas évident, en fait, d'écrire sur son père, oui, sur sa famille. Ça a été un long processus. Effectivement, j'ai commencé par le film « À Mansoura, tu nous as séparés », où mon père était à l'honneur, en quelque sorte, était au centre. Et puis, a pu me transmettre cette mémoire autour notamment des déplacements forcés de populations civiles, des camps de regroupement pendant la guerre d'Algérie. Et puis, en fait, pendant tout ce processus de recherche, j'avais des carnets de notes et je prenais des notes, en fait, parce que c'était presque un voyage initiatique, je dirais. Donc, j'avais beaucoup d'émotions. Et une manière pour moi de gérer cet émotionnel seul, c'était de prendre des notes et de noter mes rêves, de noter mes réflexions, de noter ce qui pouvait m'amuser, ce qui pouvait me faire réfléchir. Et ça a permis quelque part de faire naître un projet d'écriture. Quand j'ai fini en fait le montage de mon film, j'ai commencé, mais le jour même, l'écriture de mon livre. Et pour moi, c'était un vase communicant, c'était une nécessité aussi de raconter ma génération trentenaire qui s'interroge sur son histoire, sur les silences hérités de cette histoire et qui a besoin de se réapproprier cette part de son histoire pour se construire. Et je pense que cette littérature sur les pères, elle naît peut-être de ce besoin effectivement de se construire avec cet héritage qui par endroits est très effacé. Mais je crois qu'il y a aussi une littérature sur les mères, parce qu'il y a Dendoun par exemple, oui, qui a fait un très beau film sur sa mère. Il y a, je pense aussi à Lina Soualem, une amie qui, elle, travaille sur la Palestine, mais à travers la figure de sa mère, et Yama Baz. Donc, je crois que là où passe l'amour, il peut y avoir écriture, en fait. Et en l'occurrence, pour moi, l'amour est passé à la fois par le père pour l'Algérie, et ce désir d'écrire, il est né de cet amour-là. Vous le dites très bien ça, parce qu'on a l'impression que dans ce tremblement un peu de transmission, où tout n'est pas passé, où parfois un certain temps est nécessaire, ou certains déplacements dans le temps ou dans l'espace. Vous, par exemple, j'ai l'impression qu'il a fallu que vous alliez un peu ailleurs dans le monde pour être mieux à même d'interroger votre père. Et il est venu vers vous, sauf pour une destination. J'ai cru comprendre, on en parlera peut-être tout à l'heure. Vous le dites si bien, on a l'impression que le minimum qui passe, c'est cet amour. L'amour des choses, l'amour de l'histoire, beaucoup plus que le ressentiment. Vous le dites souvent, il n'y a pas de ressentiment hérité. Après, il faudrait interroger vraiment mon père. Est-ce que dans sa vie, il a eu des périodes de ressentiment ? Peut-être, hein. Peut-être que ça peut être des passages et peut-être qu'il faut accepter et se l'autoriser. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas grandi avec le ressentiment ou avec la colère.
J'ai vraiment grandi avec le silence en premier Oui. lieu, avec la mélancolie aussi, parce que c'était très présent, avec le sentiment d'une perte, Oui. mais qui n'était pas nommée, mais aussi un amour, parce que quand on parle de perte, c'est un peu la figure de l'amour qui apparaît. Qu'est-ce qui peut donner autant de chagrin? Qu'est-ce qui a pu disparaître et nous mettre dans un tel état de mélancolie? Donc oui, je pense que derrière tout ça, il y a vraiment l'amour. Oui. Et c'est ça qui, je pense, m'a donné de la force, parce que c'est quand même pas un voyage évident. Il y a beaucoup de violence, en fait, qu'on rencontre, et d'amour, mais beaucoup de violence aussi. Donc, je pense que s'il n'y avait pas eu cet amour, je n'aurais pas été capable d'aller chercher si loin. Oui. Donc, en premier lieu, je pense qu'il y a ce ressort-là. Et finalement, c'est la plus belle transmission. Oui, 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 exactement. Ouais. Et c'est ce qui ressort probablement le plus dans la lecture du livre, que Soumeya nous a très très bien vendu à tous quand elle en parlait. Merci. Donc je vais te passer la parole, ma chère Soumeya, pour les questions que tu avais pour Dorothée. Bonjour Dorothée. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente Avec à cette plaisir. invitation. Merci à la librairie encore une fois de nous accueillir pour cette première. Alors tu as en partie déjà répondu à la question qu'on allait te poser en premier, c'est-à-dire comment est née Nancy Kabylie. Dans le récit, on comprend qu'il y avait cette barrière de la langue qui a déterminé, enfin je ne sais pas si ça a déterminé, mais en tout cas ça a été un facteur pour dans cette quête. Et donc on voulait te demander aussi, voilà, est-ce que la barrière de la langue, elle a été moteur, dans quelle mesure en fait cette barrière de la langue, elle a été moteur dans cette quête mémorielle et familiale? Alors, est-ce que j'ai le droit de lire un extrait pour répondre à cette question? Comme ça va me permettre de diversifier. Alors, parce qu'effectivement, je pense que ça a été un moment assez décisif. Je disais, mon père est algérien et je suis algérienne. L'équation est simple, je le pensais. Je le clame haut et fort dans la cour du collège. Tu dis que tu es algérienne, mais tu ne parles pas l'arabe, me répond provocateur Djibril, un camarade de classe. Karim, Sofiane, Faisal m'observent. Le sol se dérobe sous mes pieds. Je n'y ai jamais pensé. Il cause arabe en Algérie? Au troquet, il s'exprime surtout en français. Quelle autre langue me parle mon père? Parfois, quand on part se balader, il me dit « Vamos, Bella ». Mais ce n'est pas de l'arabe, c'est un mélange d'italien et d'espagnol. On dit de mon père qu'il a une tête d'arabe. Quant à moi, ma peau est claire, malgré mon nez dit bossu et mes cheveux frisés. Faut-il avoir une tête d'arabe pour parler l'arabe? Djibril sourit, l'air triomphant. Il m'a cloué le bec. Lui non plus ne maîtrise pas l'arabe. Il est sénégalais, ou plutôt ses parents le sont. Son père du moins, je crois que sa mère est française. Peut-être qu'il est comme moi, sans langue paternelle, qu'il parle français avec la sensation d'un manque. Est-ce pour ça qu'il s'acharne? Suis-je si fragile à cet endroit? Où est-elle, ma langue? Je la sens pourtant dans ma bouche. Je l'attrape avec mes doigts, elle est intacte. À moins que je sente une coupure, une entaille profonde. Est-ce qu'on peut réparer une langue? Karim vient me voir. Il porte du noir comme un jour de deuil. Il me demande, la tête légèrement penchée, l'air compatissant. Tu ne connais rien de l'Algérie? Non, rien. Voilà, donc ça c'est le point de départ et je l'ai écrit dans le livre. C'est un peu un moment décisif qui me pousse en fait à apprendre l'arabe, à partir dans cette épopée et autour du monde arabe en me disant si en Algérie ils parlent l'arabe, moi il faut que j'apprenne l'arabe. Donc j'ai commencé à apprendre le Fusha, l'arabe littéraire. Et puis à un moment donné, quand je vis en Égypte, en Palestine, j'arrive en Algérie. Finalement, je parle un mélange de Palestiniens, d'Égyptiens et d'Arabes littéraires. Et dans le village, je les fais rire, même s'ils sont touchés par ma démarche. Ils ont un peu l'impression d'être sur une chaîne de télévision égyptienne. Et puis surtout, ils me répondent en kabyle. Je me dis, mince, alors... Tu as géré ça, de nouveau, la barrière de la langue, toi qui pensais t'y être approché, lorsque tu arrives en Kabylie et que...
c'est un moment à la fois désolant et comique, en fait. C'est comme si on m'avait mis sur une mauvaise piste, mais en même temps, il y a une arabisation de l'Algérie après l'indépendance notamment, donc je suis quand même sur une piste juste, mais en fait, l'arabe que je parle dans le village, ils me prennent un peu pour une étrangère, en fait. Et d'ailleurs, il y a un moment, parce qu'en fait, ma famille, historiquement, elle a travaillé sur la construction du chemin de fer à Alger-Mansoura. Et on avait une autorisation de tournage. Et puis, il y a un homme qui arrive comme ça et puis qui décide un peu de nous mettre des bâtons dans les roues. Montrez-moi cette autorisation, etc. On dit, bon, on finit par parler. Puis, en fait, on se rend compte que c'est un kélou. Donc là, il s'attendrit. Et puis, on commence à discuter. Et puis, moi, en fait, je lui parle en arabe, en fait, palestinien. Et il me demande si je suis libanaise. Et c'est un moment où, en fait, c'était drôle parce que je rencontre un membre de la famille que je ne connais pas. Il me prend pour une Libanaise. Et là, je me souviens, la voix fondue en larmes. Je me dis, mais voilà, je suis face à l'absurdité de cette histoire, en fait. Et mon père, désolé, dit, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Enfin, tu arrives à communiquer avec lui, il ne parle pas bien français, tu ne parles pas l'algérien, mais tu parles palestinien. Bon. Enfin, lui, il ne voyait pas le drame intime qui se jouait. Et il y a eu plein de moments comme ça. Et finalement, dans le livre, j'arrive à en rire en disant, bon, bah voilà, je suis fardée comme une japonaise pour aller à un mariage algérien. On me prend plutôt pour une gaouria, donc je deviens une gaouria, yabaniya, japonaise, européenne, algérienne. Et puis, bon, on finit par en rire. Mais il y a quand même un moment dramatique au départ de, en fait, est-ce que j'appartiens ou je n'appartiens pas? Et c'est un peu l'enjeu de départ, en fait. Oui, tout à fait. Est-ce que tu pensais toucher du doigt cette seconde identité? Peut-être que tu avais longtemps... c'était comme un mythe. Et puis tout d'un coup, tu as cette personne qui appartient probablement à ta famille et qui ne te reconnaît pas. Donc c'est vrai que ça peut être violent quand on pense arriver à la ligne d'arrivée, justement. Effectivement. Et ça me fait penser, alors il y a un vers qui me revient en arabe, Ana minkum, je suis des vôtres. Et en fait, je pense que c'était ça qui se jouait à ce moment-là et qui n'a pas été reconnu et qui a été très douloureux. Mais aujourd'hui, en fait, je me dis, on peut être minkum, des vôtres, avec ce qu'on est. Oui. Voilà, avec les bouts de scotch et de ruban. Et alors, est-ce que ça a été... là, c'était avant d'arriver à Mansoura, peut-être ce sentiment-là que tu viens de nous décrire lorsque le policier ne t'a pas reconnu. Et quand tu arrives enfin dans le village natal de ton père, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu poses tes pieds sur la terre ocre dont tu parles dans le livre? Je le décris aussi, mais si je devais peut-être le redire, déjà, en fait, tout le long, je suis morte de rire. En fait, c'est très nerveux, c'est un rire nerveux. Je sens que, voilà, c'est un peu ça. Je sens que je me rapproche d'une destination importante. Et mon père, il a un côté un peu comique aussi. Donc, c'est aussi sa manière de faire passer le drame. Il joue un peu au clown. Et c'était très étonnant parce que, en fait, à Mansoura, donc, il fallait sauter du train. Et c'était un peu haut. Et donc, on voyait tous ces vieillards sauter comme des lapins. Et mon père, il n'arrivait pas à descendre. Et moi, j'ai cru que le train allait repartir, en fait. Et donc, je dis, mais descends, c'est là, c'est ta destination. Et en fait, il s'est laissé glisser, presque tomber, aidé par les vieillards. Enfin, c'était vraiment... Et je me suis dit, voilà, c'est un peu une arrivée en fanfare. Et après, c'était très étonnant parce que... finalement, c'est un paysage qui ressemble par endroits plus au Mexique, quoi. Il y a du sable un peu ocre. Donc, je ne savais pas bien où j'étais, en fait. Et je suivais juste mon père, en fait. Je filmais ses pas. Et je marchais dans ses pas. Et c'est vraiment bien plus tard que j'ai pu avoir mon propre regard, en fait. Dans un premier temps, j'étais vraiment dans le regard de mon père.
dans une identification très très forte. Et puis après, j'ai pu avoir un peu de recul et puis regarder différemment. Mais ça m'a pris du temps. D'accord. Et est-ce qu'en arrivant, tu avais des idées préconçues ou est-ce que tu avais des idées que tu as pu déconstruire en arrivant? Ou au contraire, est-ce que tu as eu aussi des désillusions peut-être en espérant trouver des choses que tu n'as pas retrouvées? Non, moi je trouve que c'est d'abord un enrichissement en fait. Hein. Enfin, non, je pense que j'ai pas eu de désillusion. Peut-être à un moment donné où, parce que mon père me disait, bah tu vois, c'est la maison familiale, et puis il a eu tout cette espèce d'élan où il s'est dit, bon, on va créer une maison d'écriture, et puis là on va mettre la Wi-Fi, puis on va mettre le deuxième étage, une terrasse, et puis en fait tout ça ne s'est jamais fait, c'est resté de l'ordre du rêve. Puis moi j'avais des projets, je me suis dit, je vais monter une coopérative de femmes, et donc en fait on va faire de l'huile de figue de Barbarie, c'est l'huile la plus chère au monde, et puis on va devenir riche à Mansoura, et puis on va créer une école, une université, puis en fait voilà, c'est des rêves, mais c'est la beauté du rêve sur le moment. On ne va pas forcément réaliser ce rêve, mais il y a ce désir de réinvestir un lieu pour finalement se dire, c'est quand même beaucoup d'efforts et je ne suis pas sûre d'avoir cette énergie-là. Et est-ce que cette maison d'écriture, on ne peut pas la faire ailleurs Peut-être qu'elle se fera un jour à Mansoura, j'en sais rien. Mais voilà, après il y a la question de l'héritage, on se rend compte qu'il faut régler des questions d'héritage. Donc on a commencé à chercher tous les certificats de mariage de mon grand-père qui s'est marié 12 fois. Parce qu'il voulait justement léguer ses terres à un descendant. Donc il a finalement eu mon oncle puis mon père. Et aujourd'hui, ces terres sont à l'abandon. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces terres et comment les partager avec les cousins? Enfin voilà, après on rentre dans le concret et c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, l'énergie du rêve était là sur le moment. Et puis surtout, il y a eu énormément de très belles rencontres qui, moi, m'ont bouleversée et ont nourri l'écriture de ce livre. Oui. Et du film aussi. Mais pour lui aussi, pour votre père aussi, c'était des retrouvailles. Ça faisait 50 ans qu'il n'était pas retourné en Algérie. Donc c'est curieux, ces retrouvailles différentes, à différentes échelles, avec des contenus différents que vous aviez avec le pays. Je trouve ça assez intéressant. Et vous assistiez à ça. Donc je ne sais pas ce que ça vous a inspiré. Vous assistiez aux retrouvailles après 50 ans. Donc c'est une vie dans une vie. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure que je trouvais vraiment intéressant, qui est très lié à l'histoire de l'Algérie, à l'histoire contemporaine. Vous avez parlé de réparer une langue, et je trouve qu'on n'en parle pas souvent. Les langues aussi sont altérées. Les langues aussi perdent et gagnent. En tout cas, se mutent dans ces histoires, et on n'en parle pas assez de ce qu'est aujourd'hui le kabyle, l'arabe algérien, ce que c'est devenu, la place du français dans l'arabe, la place du français dans l'arabe. Et j'ai l'impression que des fois, les langues gardent aussi les stigmates. Et j'aime beaucoup cette formule de réparer les langues. Bah oui, d'ailleurs, ça m'a beaucoup étonnée parce que quand je suis arrivée avec mon arabe littéraire dans le village, quand je voulais dire désolée de vous déranger, Asifa al-Izaraj par exemple. Oui, là, dans les règles de l'art. Voilà, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on disait ma dérangeakch. Donc déranger, ma dérangé niche. Et donc, ça m'a beaucoup amusée en fait, le jeu avec toute cette créolité finalement. Et je passais beaucoup de temps à noter, à me dire, mais ça vient du français. Matirouche, par exemple. Matirouche, ils n'ont pas tiré. Matirouche. Ah oui, et donc je me disais, ah ouais, c'est génial. Donc je notais et voilà, je découvrais vraiment toute cette richesse de synthèse aussi. Oui. Et qui m'a vraiment passionnée. Je pense qu'effectivement, on ne parle pas assez de la question de la langue. Oui. Et je pense que c'est très commun à notre génération. J'en parlais tout à l'heure. La question de la langue, est-ce que la langue a été transmise par le père, par la mère, par les parents? Est-ce que cette génération qui grandit en France connaît la langue, est capable de la transmettre? Et toute la peur liée à l'effacement que ça peut créer, est-ce que c'est avec notre génération qu'on enterre une langue? Et donc tout un patrimoine linguistique, culturel. Il y a un peu par moment
sensation vertigineuse Oui, en fait. oui. À quoi on participe et comment on peut sortir de cet effacement. Voilà, moi aujourd'hui, j'ai presque fait un deuil. Je me suis dit, bon, je sais m'exprimer en arabe, mais ce ne sera jamais cet arabe algérien ou ce kabyle. Je me ferai comprendre, je Oui, pourrai communiquer. oui. Mais La distance sera là. Oui, voilà. vis-à-vis de la langue, oui. Et il y a à un moment donné une Oui. acceptation de cette distance et puis de se dire aussi, moi, si j'arrive à transmettre à mes enfants l'amour, c'est déjà beaucoup. Oui. Et donc, on revient à la question de l'amour, en fait, Oui. qui est ce qui nous sauve dans l'histoire. Donc, bon, voilà. Et justement, dans le livre, on apprend que malgré son silence, ton père a tenté de transmettre à toi, à ta sœur, par le biais de scénarios, enfin de projets de films, son histoire, que tu n'avais pas été prête à ce moment-là, donc tu ne pouvais pas encore découvrir ce que ton père avait à vous dire. Comment tu expliques ce besoin finalement à un moment T, pendant tant d'années, pas d'occultation mais presque, comment tu expliques ce besoin finalement de se révéler à vous, de révéler sa part d'identité algérienne, son histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si j'ai bien compris dans ce qu'il a raconté dans ce projet de film, c'est qu'il y avait cette statue coloniale, la statue du sergent Blandon, héros de la conquête coloniale au XIXe siècle, qui était sur la route de son village à Alger, dans la ville de Boufarik. Et cette statue était rapatriée à Nancy, donc dans la ville où il s'est installé, à l'indépendance, en 62. Et cette statue a été érigée, mais dans une caserne, qui s'appelle la caserne du sergent Blandon. Et dans les années 90, il y a une association d'anciens combattants qui a demandé que cette statue soit à nouveau érigée sur la place publique. Et donc le sergent Blandon a refait surface en fait. Et quand mon père est parti travailler un jour, tôt le matin, il a retrouvé la statue de son enfance. Et c'était une statue terrifiante parce que c'est une statue imposante qui fait 3,50 m de haut. Et puis ce qu'il me disait, que c'est dans sa culture, on ne représente pas l'humain. Donc en fait, cette statue qui représentait l'occupation française se manifeste de nouveau. Et à ce moment-là, une série de cauchemars qui a commencé à surgir, où en fait, il était poursuivi dans ses cauchemars par le sergent Blandon, qui cherchait à l'étrangler. Et en fait, il fuyait le sergent Blandon, et il se réveillait comme ça en sursaut. Et la manière qu'il a pu avoir de se confronter à cette statue, à ce souvenir, c'est d'écrire. Et c'est d'écrire ce projet de film qui s'appelle Lettre à mes filles, qu'il n'a jamais tourné, qui nous a offert un soir de Noël à Nancy. Et moi, à ce moment-là, je lis, mais sans le lire, en fait. C'est un cadeau peut-être un peu trop lourd. Et finalement, ce cadeau, je vais l'ouvrir plus tard, quand j'irai faire mes études aux États-Unis, et que je serai encouragée, en fait, à ouvrir ce cadeau. Parce que c'est pas évident, en fait. Si on n'est pas soutenu émotionnellement, c'est pas un voyage qu'on fait avec aisance. Oui. On se dit pas, tiens, je vais plonger dans la violence coloniale. En fait, moi, le sergent Blandon, quelque part, il m'a aussi hantée. Et donc, voilà, donc j'ai dû affronter ce sergent Blandon à mon tour pour m'en libérer. Et c'est là où les fantômes transgénérationnels apparaissent. Je comprends ce que tu veux dire parce que on est aussi des Algériens issus de l'immigration, d'autres générations. Et par exemple, on n'a pas forcément vécu les années noires ou le terrorisme, mais il y a des choses qui font que on est marqué quand on revoit des scènes ou bien Par exemple, moi j'ai été très longtemps traumatisée par l'appel à la prière parce que ça me renvoyait là alors que je l'avais même pas. Je l'avais pas. C'est les récits. Oui, effectivement. Et donc, comment toi tu as réussi à gérer l'intensité de ces récits, des témoignages qu'on t'a transmis lors
quand tu as reçu le projet de film de ton père, par exemple, et quand tu es partie à ta quête. Attends, redis-moi la question. Parce que je crois qu'il y a une attention sur le ronronnement et moi aussi j'étais. Il y a un petit chat là. Comment tu as réussi Le petit animal. Comment tu as réussi comment tu as réussi à gérer l'intensité des témoignages qui t'ont été retransmis En fait, ce qui m'a aidée, c'est de faire un travail d'histoire, donc d'essayer de documenter historiquement, de replacer dans un contexte historique, de aussi trouver la distance face au... Est-ce que tu parles de vertige? Ouais. Ouais. Bah, y avait des moments où c'était trop. Hein. Enfin, moi, je me souviens que mon père, des fois, il se souvenait et puis juste avant de dormir, presque il me réveillait, il me disait « Ah, et là, c'est l'endroit où j'ai failli mourir ». Moi, j'étais par terre, quoi, déjà. J'étais, ah non, mais tu pourras me raconter demain? Et donc, en fait, lui, bah, il n'était pas content parce que c'était quand même un moment important qu'il me livrait. Et moi, j'étais pas du tout prête. Et presque, en fait, avec des témoins, on va leur dire, j'ai le temps de 14h à 16h. Hein. Et puis, de 16h à 20h, on respire et éventuellement, on les retrouve pour le repas. Mais mon père, il était tout le temps là. Et donc, moi, je saturais par moments parce que c'était trop, c'était un trop plein de récits entre ceux que je rencontrais, entre ceux de mon père, je me disais mais comment je vais pouvoir survivre émotionnellement à tout ça? Et en même temps, justement, c'est là où l'écriture m'a aidée, la lecture. J'avais un ami aux États-Unis qui était très disponible pour moi, qui m'aidait en fait à mettre en perspective. Qui lui-même avait vécu la guerre au Koweït, enfin, il avait l'expérience de la guerre et donc voilà, il m'aidait un peu à mettre en perspective et je pense que voilà, ça a été des soutiens vraiment importants pour me permettre d'avancer. D'accord, très bien. Et donc ce vertige, mais aussi de la retransmission en fait, de l'histoire officielle, de l'histoire de Mansoura, qui a été un camp de regroupement. Et c'est une partie de l'histoire de la guerre d'Algérie qui n'a pas été énormément traitée ou documentée pendant longtemps, en tout cas, même en Algérie. Je voulais te demander, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces camps de regroupement? Alors en fait, le village de Mansoura, il a servi de lieu de regroupement des... Ah bah il y a Valérie qui vient. Une amie qui était avec moi à Jérusalem. Bonjour. Voilà. Les camps de regroupement. Ouais, donc en fait, sur l'histoire des camps de regroupement, donc Mansoura est donc un village qui a servi de lieu de regroupement au village qui était plus haut dans les montagnes. Et en fait, les populations de ces villages ont été regroupées donc, de force dans le village de Mansoura, qui a pris la forme d'un camp puisque... Bon, il y a des habitats de fortune qui ont été créés à l'intérieur de ce village et puis les habitants ont dû accueillir en fait les familles. Parfois, ils étaient 6 ou 7 par maison. Et puis, il y a des fils barbelés qui ont été placés autour pour empêcher le Front de Libération Nationale de rentrer à l'intérieur de ce qui était devenu un camp et qui était surveillé par l'armée française. Et il restait 2 portes pour entrer et sortir. Et symboliquement, il y en avait une vers les champs laissés à l'abandon et une autre vers le cimetière. Mais il y a eu plein de camps différents. En fait, il y a des camps qui ont été créés ex nihilo, des camps de fortune, comme on peut voir à Gaza en ce moment. Si vous êtes connecté à l'actualité et vous suivez les réseaux sociaux, c'est très étonnant de voir que cette politique de regroupement, elle existe aussi dans d'autres pays, à d'autres périodes de l'histoire. Et tous ces Gazaouis qui ont été déplacés de force, contraints de quitter leur lieu d'habitation, qui sont maintenant regroupés dans des zones dites sûres, mais tout de même bombardées, qui s'organisent. Alors là où il y a des habitations, les familles accueillent les autres familles avec évidemment beaucoup de tensions, ce que ça peut générer en fait au quotidien, de partager un lieu. Et puis, il y a aussi les tentes qui sont tendues et puis
les abris de fortune qu'on peut créer. Et puis, donc il y a quelque chose là dans l'actualité qui peut nous aider à comprendre ce qu'a été cette politique de regroupement et cette politique de camp. Après, pour l'armée française, il y avait aussi, mais ça c'est dans un deuxième temps, l'idée de faire de ces camps des villages qui devaient devenir des villages de développement, des villages modèles pour l'Algérie française, où il y aurait donc l'eau, l'électricité et toute cette modernité dont pourraient bénéficier les paysans algériens déplacés. Ça, c'est venu après. Ça, c'est un discours sur le développement qui a surgi notamment... Concernant une petite partie de la population, ce que tu dis là, c'est ce qu'on a appelé à un moment donné un projet de 1000 villages, ça concerne une petite... Et c'est parce que ça avait scandalisé aussi les métropolitains. Oui, Ben qui est là, qui a vécu l'histoire des camps de regroupement directement en tant qu'enfant. Oui. Ouais. C'est vraiment On a un témoin direct de l'histoire qui peut parler. Mais justement, entre vous et le témoin direct, monsieur, merci. J'avais une question. Pourquoi cette partie n'est pas très documentée? On a l'impression, du moins, c'est peut-être mon ignorance qui s'exprime, on a l'impression qu'on en parle moins. Quand on parle de la guerre d'Algérie, les camps de regroupement, ce n'est pas ce dont on entend parler le plus, alors que ça a concerné 2 millions, 2,5 millions de personnes. On ne parle pas beaucoup de cette partie-là. Mais tu pourras compléter. Alors, en fait, je pense que justement, le discours sur le développement, il a pris le pas sur la violence du déracinement. Et parce qu'il y avait des villages modèles qui étaient présentés aux journalistes à l'époque. On vaccinait les enfants, on montait les écoles. Voilà, donc il y avait une scolarisation. Et donc, en fait, je pense que cette mémoire-là a supplanté l'autre. Après, il y a aussi toute la question du travail de collecte d'histoire orale, en fait. Oui. Qu'est-ce qui a été fait à l'indépendance de l'Algérie pour raconter cette histoire? Voilà, avec Valérie, on a vécu en Palestine l'histoire de la Nakba, du déplacement forcé. Enfin, c'est une histoire très présente dans la mémoire collective. Et c'est un pays qui s'est construit aussi sur la mémoire de la Nakba, sur la mémoire du déplacement forcé, de la dépossession. Oui. Et ça ne fait pas partie d'un des récits fondateurs de l'Algérie indépendante. C'est plutôt le combattant, le moudjahid. Le mythe de la nation, c'est pas fondateur du mythe de la nation. C'est ça. Enfin, je ne sais pas, par exemple, pour l'Arménie, c'est le génocide arménien. Enfin, il y a eu... Mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'écriture officielle ensuite qui efface une part de l'histoire en met... Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ben? C'est toi qui es là, donc je ne voulais pas trop... non, mais au contraire. Non, ce que tu as dit est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a tellement de drames par ailleurs que ce déplacement est considéré des deux côtés comme étant secondaire. Mais déjà à l'époque, Michel Rocard a fait un rapport et Le Monde l'a sorti clandestinement. Il y a eu pas mal de choses. Mais il y a eu quelques films, il y a eu quelques écrits, il y a une franco-suisse qui a fait une thèse là-dessus et qui a écrit un livre. Ça commence à sortir depuis 5-6 ans et moi lorsque j'ai fait en 2012 un film qui s'appelle Une histoire algérienne, j'en parlais largement. Je ne parlais pas que de ça, mais j'en parlais largement de ça. Donc il y a encore plein de pans de l'histoire de cette guerre qui ne sont pas encore sortis. Ce qu'on a mis en avant, c'était sur le côté... Alors, il y a le côté valeureux des moudjahidines, des combattants, etc. Mais ce qu'on a mis en avant, c'est plutôt des moments comme la bataille d'Alger, comme les bombardements, comme le nombre de morts, ce drame-là, qui a amené les négociations, les règlements de compte ici... à Paris, des drames encore plus forts. C'est vrai qu'il y a eu des morts lors des déplacements, en particulier des enfants. Il y a eu beaucoup de bébés qui sont morts, mais globalement, on a considéré pendant longtemps que ce n'était pas le drame essentiel, puisque le peuple algérien a vécu
un drame beaucoup plus important. Quand je dis le peuple algérien, il n'y a pas que les Algériens qui ont vécu un drame, parce que les pieds noirs qui étaient obligés aussi de quitter, je ne parle pas des colons qui ont mis leur argent en métropole, mais les petits pieds noirs qui étaient obligés de quitter leur terre, leur pays, d'un jour à l'autre, ça a été un drame. Et ça, on l'a beaucoup raconté. Donc, il y a encore pendant des années des choses à raconter sur cette période, comme sur la période coloniale. La Deuxième Guerre mondiale, on continue encore 70 ans après à raconter des choses qui n'ont pas été racontées. Mais d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a intéressée parce que, en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose de vertigineux dans ces déplacements forcés, mais j'avais du mal, c'est pas très tangible, en fait. Et donc, quand... d'ailleurs, le mot que les habitants utilisaient, c'était le déménagement. Rahla, il disait le déménagement, quand il me parlait en français. J'ai dit, mais déménagement, moi j'ai déménagé plein de fois, c'est pas assez violent, c'est pas ouais, il y avait un euphémisme, quoi. Mais en même temps, c'était pas une société où on déménageait comme on le fait aujourd'hui tous les 5 ans. Donc il y avait un espèce d'ancrage pluriséculaire qui était mis à mal par ce déménagement. Et le jour où j'ai compris que finalement, être déplacé de 10 km, parfois c'était 15, parfois c'était 20, mais ça paraît pas grand-chose. Mais en fait, c'était quand même un exil intérieur. C'était quitter des terres ancestrales, c'était quitter la protection aussi des ancêtres. C'est tout ce lien à la spiritualité, en fait, qui est cassé. Et en fait, il y a quelque chose de l'ordre d'une rupture qui n'a pas vraiment été dite, qui a profondément bouleversé cette Algérie rurale, au niveau spirituel aussi. De ne plus être capable de nommer une ancestralité, des origines précises, où finalement on devient tous arabo-musulmans. Mais non, c'est beaucoup plus complexe, l'histoire de cette Algérie et de ses ancrages multiples et de ses cultures et de ses langues. Et il y a quelque chose comme ça qui s'est effacé aussi. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup troublée, c'est... et d'ailleurs, je l'ai documenté avec ce podcast pour France Culture, c'est la question du recrutement des leaders du GIA dans les anciens camps de regroupement. Et cette chercheuse que j'avais rencontrée me disait, en fait, pour ceux qui n'ont pas trouvé leur place dans cette Algérie post-indépendance, parmi les descendants, il peut y avoir une réceptivité à un discours djihadiste qui, en fait, redonne une place dans l'histoire à ces descendants déracinés qui ont perdu toute mémoire de leur filiation et qui recréent une filiation qui est artificielle, mais liée au prophète et à ses compagnons, et donc une sorte de filiation anoblie, là où la filiation s'est perdue. Et donc la question de la spiritualité et de toute cette connaissance ancestrale, en fait, je pense que c'est une question qui n'est pas suffisamment posée et qui a des vraies conséquences. En fait, le déracinement est une question qui reste essentielle pour nos sociétés, mais je pense qu'il n'est pas assez travaillé sur qu'est-ce qui se passe quand elle n'est pas prise en charge, en fait. Et je pense que dans tous ces attentats-là dont on entend parler, etc., des descendants de Tchétchènes, etc., mais la question du déracinement est rarement posée. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler à ce niveau-là, qui demanderait encore un plus gros travail, mais c'est là où on n'est pas dans le tangible, en fait. Et c'est là où on se dit, un bombardement, effectivement une maison détruite, mais quand c'est tout un village qui est détruit pour ne laisser aucun refuge au FLN, des populations qui se retrouvent comme ça, avec d'autres tribus regroupées dans des camps de fortune, etc. Qu'est-ce qui se perd à cet endroit-là, qui n'est pas raconté, qui n'est pas retissé, et qui appelle justement tout ce travail de documentation, de mise en récit. Et c'est là où j'ai eu envie d'avoir une contribution, en fait. Mais bon, voilà, c'est ma petite contribution. Je vous invite tous collectivement. Je la trouve très, 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 très pertinente parce que au-delà, même pas au-delà, parce que l'essentiel c'était les déflagrations des vies et du bâti et tout ce que l'œuvre coloniale signifiait. Mais c'est vrai que ce sujet identitaire, on n'en parle pas assez.
Et l'Algérie a eu souvent cette espèce d'impensé lié à l'identité durant cette période et même après l'indépendance. Et vous l'avez très bien dit, puisqu'on va lisser cette identité, on va la définir. Et on va lui poser un socle et on va dire qu'elle est arabo-musulmane. Et circuler, il n'y a rien à voir pendant des décennies. Et même la dimension berbère, il va falloir beaucoup de choses, beaucoup d'heures et beaucoup de temps avant qu'on la mette à l'exprimer. Je parle de manière officielle. Et effectivement, ça a donné un certain nombre de choses. Par exemple, le fait de se réfugier dans une identité religieuse, supranationale, très mythifiée, des notions de Oumma qui dépassent absolument toutes les appartenances. Je trouve que vous soulevez des questions vraiment majeures. Moi, j'avais une question sur votre livre ramené à l'actualité. Vous avez parlé du Proche-Orient, avec ce retour de cette dimension des camps. On parle de colonisation, on parle de violence, on parle d'identité. Et il y a ce sujet, et il y a la France. Il y a la France aujourd'hui, avec tout le débat sur l'immigration, avec toute cette crispation sur ces étrangers qui ne seront jamais de souche. Je voulais savoir, est-ce que pour vous, il n'y a pas un impensé colonial dans cette société qui perdure, même de manière inconsciente, et qui la pousse à se crisper, à avoir comme ça une sorte de fermeture envers tout ce qui peut être ramené à son caractère étranger et distant, ce qui est quelque chose qui n'est pas résolu et qui irrigue la manière de voir les choses politiquement et au-delà. Est-ce que je peux ajouter du coup, parce que ça met en lien. Je t'ai volé une question. Exactement. Tu décris quand tu es aux États-Unis, donc tu découvres le trait d'union pour dire je suis d'ici mais je suis aussi de là. Donc tu es I'm French Algerian, je suis française et algérienne. Ouais. Quand on pose la question d'où viens-tu, where are you from, et en fait tu découvres aussi que le président Roosevelt a dit quelques années plus tard qu'un Américain trait d'union n'est pas américain. Donc, n'est pas entièrement américain, ouais. Voilà. Il y a toujours cette part. Et quand tu parles aussi de la situation d'identité de ton père sous le colonialisme français, il est français de souche d'Afrique du Nord. Donc est-ce qu'aujourd'hui en France, les Français traits d'union, est-ce qu'ils ne sont pas complètement français? Est-ce que... Enfin, voilà. Ouais, c'est une question très riche. C'est double. Ouais. Infinited Identities, ouais. C'est l'identité trait d'union. Et moi, ça m'a beaucoup plu quand j'ai découvert ce concept aux États-Unis. C'était l'Astérix avant. Ouais, ce que j'ai développé ensuite. Et je me suis dit, oui, c'est vrai que j'avais l'impression d'un équilibre qui pouvait être restitué juste par le trait d'union. Et pour revenir à cette question de français de souche nord-africaine, oui, c'est des terminologies en fait coloniales, de l'administration coloniale. On était pendant la guerre français de souche nord-africaine ou français de souche européenne. Oui. Et le fait qu'on revienne, même de manière comme ça inconsciente, à ces catégories qui sont d'abord formulées par l'extrême droite, français de souche, et comme on dit français de papier, tout ça, c'est des termes introduits par l'extrême droite qui sont complètement banalisés. Et je pense que évidemment l'extrême droite a un terreau colonial, avec des tenants d'idéologie coloniale et du suprémacisme blanc qu'on pourrait nommer ainsi. Et en fait, là, il y a une vraie question qui est posée à cette société, c'est qu'on est en train de redéfinir cette société à partir des termes formulés par l'extrême droite. Avec des catégorisations, quand on parle de français musulmans dans la presse aujourd'hui de manière tout à fait banale, est-ce qu'on pourrait dire français juif? Enfin, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu gênant quand même dans cette formulation, mais c'est complètement admis. Et moi, je suis régulièrement choquée quand même des amis très à gauche me disent français de souche ou pas. Je me dis, mais en fait, à quel moment on va avoir une réflexion sur ce qui nous recatégorise, ce qui nous divise? Et en fait, ouais, déjà au départ français étranger, ça nous divise, mais là en plus français de souche, je dis maintenant français de branche. Enfin voilà, à quel moment on va pouvoir sortir de cette violence-là
qui est vraiment une violence de l'histoire qui n'est pas travaillée en fait. Et là, on en revient, on est en plein dedans. Et on est dans un relent de l'histoire qui est très très violent, et qui en fait, en plus, prend la forme de loi. Donc, et donc, effectivement, on est en train de payer le travail qu'on n'a pas fait sur l'histoire coloniale. Et malheureusement, en fait, je suis très contente que vous soyez là, mais j'ai peur que ces sujets soient quand même encore très en marge de notre société. Moi, quand je suis rentrée des États-Unis il y a 10 ans, avec cette espèce d'entrain en me disant « je vais poser les questions coloniales en France et tout », j'ai vite pris une grosse claque, quoi. C'est-à-dire qu'on me disait « mais pourquoi tu veux ressasser cette histoire ?» Et on ne dirait jamais ça sur la Shoah, par exemple. On a travaillé et retravaillé l'histoire de la Shoah à raison, mais qu'est-ce qu'on peut travailler de l'histoire coloniale sans devenir en fait presque suspect ou menaçant pour l'ordre de notre société, une république fondée aussi en partie sur cette histoire coloniale. Donc, quelle remise en question on est prêt à avoir? Parce que c'est violent, la remise en question. Et donc, mais en même temps, on ne va pas pouvoir faire société de manière apaisée sans reposer ces termes-là. Et voilà, moi par moments, je suis un peu pessimiste. Aujourd'hui, je suis optimiste, donc ça va. Mais c'est vrai que par moments, je me dis, c'est compliqué. Et il y a quelque chose juste que j'ai remarqué. Et je pense que là, la solidarité devient intéressante. C'est que, par exemple, sur mon livre, les journalistes qui ont écrit sur mon livre sont beaucoup des journalistes d'origine algérienne, d'origine marocaine, tunisienne, palestinienne, etc. Donc, qui sont portés par les questions dites du Sud, avec la question coloniale. Et en fait, je pense que si je n'avais pas eu toute cette solidarité, mon livre aurait vraiment été voué à l'oubli. Et c'est là où je me dis qu'en tant que citoyen en France, on a un rôle quand on a une sensibilité à ces histoires, parce qu'on crée ces espaces, on crée la possibilité de faire exister des voix. Et je pense que ça, c'est assez nouveau. Je pense peut-être que Ben, tu pourras le dire, mais toi qui es journaliste, réalisateur, la génération de mon père, elle a eu beaucoup moins d'espace pour s'exprimer sur ces sujets que notre génération, qui pourtant a encore l'impression de peiner et d'être laissée parfois à la porte. Ou alors, quand on nous invite, c'est toujours Maghreb Orient Express, France 24 Afrique. Non, mais oui, il y a une part africaine, mais en fait, j'ai grandi en France et les questions que je pose, je les pose à la société française. Et donc, il y a quelque chose où on nous relègue encore un peu. Et voilà, donc c'est un moment donné de dire, mais non, ce sont des questions pleinement françaises, pas en partie, pleinement. Et donc là, on revient un peu à cette question de la place qu'on veut avoir, qu'on veut prendre, qu'on nous laisse. Et qu'est-ce qu'on négocie pour dire non, c'est central, c'est pas marginal. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule. C'était bien. On va parler au nom de beaucoup de personnes, je pense. Oui. Et donc concernant justement ton identité qui est double, puisque ta mère est française et ton père est algérien, on a repris un titre de Médine qui, comme toi, est français par sa mère et algérien par son père. Donc il évoque dans Alger pleure, son titre, sa double identité franco-algérienne, et il dit « j'ai le sang mêlé, un peu colon, un peu colonisé ». Il dit aussi que deux ennemis cohabitent dans son code génétique et qu'il est un schizophrène de l'humanité. Donc je vais te demander si un programme. Si toi aussi comme Médine, est-ce que tu fais cohabiter deux cultures, deux identités ennemies en toi? Ouais. Est-ce que c'est ce qui se passe là? Ouais, mais ça c'est le point de départ dramatique en fait, j'ai envie de dire. Mais après, je veux pas dire que par moment, il n'y a pas cette dimension qui apparaît, enfin surtout quand elle est... Voilà, quand historiquement, ce sont des cultures qui sont construites, on va dire, sur l'époque coloniale en opposition et beaucoup en réaction, avec des rigidifications de chaque identité. Et
au contact de l'autre. Mais je pense que, en tout cas, l'enjeu, c'est d'en sortir, quoi. C'est un peu comme on apprend au lycée, il y a thèse, antithèse, on fait une synthèse. Donc c'est toute cette dialectique, c'est l'effort de la dialectique. Et en tout cas, moi, j'ai pas envie de me réduire à une part colon, à une part colonisée, parce qu'en plus, je pense que l'histoire est plus complexe. Et je dirais que ma mère fait plutôt partie des pieds rouges, oui. Donc de ces Français après l'indépendance qui ont été solidaires de l'Algérie, qui sont partis. Donc, elle s'est mariée à un Algérien. Ça a fait scandale dans sa famille. Enfin, évidemment que ça n'a pas été forcément évident. Et du côté de mon père, ça a fait scandale aussi qu'il se marie avec une Française. Mais évidemment que quand on est dans le contexte Ukraine-Russie actuellement, on peut imaginer que si la guerre se terminait et que 5 ans plus tard, des couples se formaient, on voit bien ce qui peut traverser chaque peuple et là où les oppositions sont difficiles à dépasser. Mais en tout cas, moi, au quotidien, j'essaie de ne pas me réduire à cette dichotomie. Et j'aime beaucoup un écrivain qui s'appelle Édouard Glissant, que vous connaissez sans doute, sur la créolité et sur le fait qu'on ait des racines rhizomes. Et en fait, on va puiser à plusieurs endroits. Et moi, je ne me vois pas comme une identité double. Ayant vécu en Palestine, aux États-Unis, en Égypte, moi, je prends des petits déj palestiniens maintenant. J'adore le za'atar et le... Tu vois, en fait, je pense qu'à chaque contact de société, on se transforme et on n'est pas double, quoi. On est vraiment... C'est toute cette pluralité. Et souvent, on me dit, t'es française ou algérienne française ou... En fait, cette espèce d'injonction à être l'un ou l'autre, c'est un peu fatigant. Et je pense que c'est un discours extérieur qui raconte pas, en fait... cette fluidité qu'on a au quotidien. Et je pense que le blocage, il est plus extérieur qu'intérieur. Après, évidemment, on l'intériorise et on se crée par moments des nœuds au cerveau. Mais voilà, c'est tout cet espace qu'on essaie de créer dans une diaspora pour se libérer de formules comme ça, incantatoires et définitives. Et oui, et vivre cette créolité, en fait. Et je pense que c'est... Enfin, moi, c'est ce que j'espère vraiment au plus profond de moi-même, qu'on puisse être dans un syncrétisme à la fois musulman et chrétien, laïque et républicain. J'en sais rien, enfin, c'est cette formule magique qu'on peut essayer de créer ensemble. Mais l'idée, c'est quand même de se libérer. Donc, en fait... ouais, je pense que, voilà, quand on rigidifie... Alors, dans un texte de rap, c'est sûr que ça a de la force, parce que c'est le point de départ et c'est un coup de rage et tout. Mais après, dans la subtilité, comment on défait ces rigidités, quoi. Ça passe aussi par la transmission. Je pense que, toi, tu l'as déjà dit, toi, t'as pas grandi dans le ressentiment. Donc, y a une part de toi que tu as cherché plus tard, la part algérienne. Et d'ailleurs, ta mère avait peur que tu t'intéresses plus à l'Algérie qu'à la France aussi. Ouais. Mais toi non, puisque de toute façon, la France, tu as grandi en France, tu connais ta part française. Il n'y avait pas ce risque, entre guillemets, que tu abandonnes exactement. Ta partie, je sais pas si ouais, je peux le dire c'est ça. Ta partie française pour ta part algérienne. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a aussi, c'est aussi beaucoup dans la transmission, dans ce que nous transmettent nos parents. Ouais. Toi, il y avait ta part algérienne qui avait été un peu occultée, mais pour autant, le ressentiment, il n'a pas été... t'as pas grandi là-dedans, alors que peut-être d'autres, oui. Mais d'ailleurs, je pense que ma mère a plus de mal avec cette part algérienne, et ça interroge aussi sa propre histoire, comment elle a vécu l'Algérie, comment elle a été déçue, peut-être par son expérience algérienne. Et moi, récemment, je lui ai dit, écoute, il va falloir que tu m'acceptes comme je suis. Je t'aurais dit que j'étais homosexuelle, ça aurait été pareil en fait. Je suis algérienne. Bon, bah voilà. Et une sorte de coming out. Non mais vraiment. Je lui ai dit, mais il va falloir que tu m'acceptes avec cette binationalité, quoi. C'est pas la bisexualité, mais ce serait presque pareil. Et donc je lui ai dit,
il faut que tu acceptes cette pluralité. C'est quoi? C'est ce que vous deveniez sous ses yeux qu'il interrogeait? C'est Oui, ce que vous c'est une faisiez espèce de l'algérianité? monstre hybride. D'accord, ok. Ouais, cette hybridité. Oui. D'accord. Ce désir aussi d'aller vivre en Algérie, ça l'a un peu... Ah bah oui, non, elle Secouée, était pas... Bon, maintenant, là, on va partir à Timimoun pour les 79 ans de mon père avec mes neveux et nièces qui sont mineurs et elle n'a rien dit. Donc, c'est une première dans l'histoire. Et elle va vous accompagner? Non, non. Quand même pas. Non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a des nœuds qui peuvent se défaire. Oui. Et je l'ai vu avec ma mère, qui au départ, c'était un interdit. Et la première fois qu'on va en Algérie avec ma sœur, c'est en secret. Et puis, petit à petit, bah, elle accepte. Et puis, en fait, cette histoire d'enquête... Alors, elle ne s'intéressait pas forcément au témoignage du côté algérien, mais quand j'allais voir un soldat français, elle me disait « Alors, il a dit quoi, Paul ?» Et donc, je racontais ce que Paul avait raconté. Donc, elle se liait petit à petit. Elle a fait un énorme effort aussi pour s'intéresser et se dire « Bon, bah, cette histoire, elle a un intérêt. » Après, voilà, ça pose toute cette question de sa place. Et en même temps, moi, je dis c'est un peu symbolique, parce que j'ai l'impression qu'en France, on se sent encore menacé quand on apporte une autre part de culture, de langue. Et c'est à cet endroit-là que sans doute qu'il faut travailler aussi. Et donc, bon, maintenant que j'ai fait mon coming out, j'ai... C'est fait. Oui, voilà. Non, mais il y a quelque chose qui s'est apaisé, Bien en sûr, fait, bien dans sûr. nos relations. Bien sûr. Je ne suis pas sans cesse obligée de me contorsionner et de faire semblant et de machin. Quelque chose de beaucoup plus admis. Et ça soulage. Et je Bien pense sûr, que bien sûr. c'est un peu... Ça reflète quelque chose aussi de cette société où, à un moment donné, on va aussi accepter qu'il y a cette pluralité Bien sûr, réellement bien sûr. et que ce n'est pas une menace et que ça peut être vécu librement. Et je pense que on ira déjà un petit peu mieux, mais Bien ça sûr. reste... voilà. Est-ce que cette hybridité, justement, ne fait pas, au-delà de ce que l'on dit sur la partie économique, le rôle des Algériens, étrangers en France et la part qu'ils jouent dans la société, je ne parle même pas de ça, je parle juste de cette hybridité algéro-française notamment, est-ce qu'elle ne fait pas un bien fou à cette société, ne serait-ce que parce qu'elle la bouscule, elle l'interroge, elle la ramène à son histoire, elle l'oblige à la regarder, vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de tension permanente, je parle dans le sens positif du terme, exactement la même chose de l'autre côté de la Méditerranée, parce que j'ai remarqué qu'il y a la même méfiance et la même distance envers ces Algéro-français. L'Algérie est allée jusqu'à légiférer sur la participation des Algéro-français, alors non-participation à certains scrutins. Est-ce qu'il n'y a pas une méfiance, alors que c'est une chance inouïe pour les deux sociétés en termes d'interrogation, en termes de progrès dans le sens plein du terme, en termes de nouvelle conscience? Bah moi, j'aurais tendance à le penser. Et après, je pense qu'il y a un rappel. En tout cas, ce que je trouve fort, c'est que je sens dans cette génération qui est la nôtre, qui est par moments quand même assez blessée, en fait. Oui. Il y a une non-reconnaissance, il y a un mal-être aussi, il y a presque une déception de non-amour, Oui, en fait. oui. Et c'est profond. Et en même temps, moi, je sens chez cette génération un désir de vérité, d'idéaux, quoi, d'égalité, Oui, de fraternité, très très fort. Oui, oui. Presque comme à l'époque de la Révolution algérienne. Oui. Finalement, la France a été prise au mot, en fait. Ah, Oui. vous parlez de liberté, égalité, Oui, fraternité. allons-y. Alors nous, Français musulmans, voulons l'égalité de droit, de vote, tout à fait. etc. Et là, on sent une dynamique de miroir, en fait. Oui. Qu'est-ce que vous proposez? Oui. Qu'est-ce Et- qu'on fait ensemble? Et qu'est-ce Oui. qu'on fait ensemble? Et il y a une exigence que je trouve très très forte, même politiquement, C'est vrai. et qui crée du remous, effectivement, mais qui crée aussi des réflexions. Et moi, je pense qu'il y a de plus en plus de Français qui s'interrogent Oui. et qui ont envie de comprendre et qui ont envie d'aller chercher, qui ont envie d'écouter. Et d'ailleurs, là, je vois Sarr, prix Goncourt. Oui. Il y a énormément d'ouvrages qui sortent et Oui. qui interrogent différemment nos sociétés. Et c'est là où je pense qu'il y a un travail énorme à faire et magnifique à faire aussi. Et après, c'est la question des financements. Bien sûr. Est-ce qu'on peut être soutenu financièrement ou est-ce qu'on reste toujours en marge et dans une précarité même pour faire des projets, pour Oui. poser des questions?
Et c'est là où ça devient politique, quoi. À quel endroit on finance, à quel endroit on éclaire. Voilà. Oui, oui, oui. Oui. Qu'est-ce qu'on finance, quel type de projet, d'où ça vient, et on tombe dans cet écueil où c'est des objets politiques, avant tout d'ailleurs. On nous ramène à chaque fois à l'objet politique. Oui, une question. Dans ton récit, tu évoques tes longs voyages formateurs autour du monde arabe. Donc, tu as fait l'Égypte, tu passes en Syrie, tu es resté 2 ans en Palestine. Et donc par rapport à ce voyage en Palestine, tu parlais tout à l'heure des petits déjeuners palestiniens donc, qui t'ont marqué. Je voulais savoir si tu avais remarqué des similitudes entre les résistances et les résiliences des peuples palestiniens et algériens. Ah, c'est une belle question. Pas facile pour finir. Mais je sais pas. Enfin, après, je pense que c'est comme tout peuple dominé. Historiquement, il y a des résiliences qui se créent. Et, après, moi, j'ai pas vécu la période de l'Algérie coloniale. Mais c'est vrai que les Palestiniens deviennent symboliquement un peu en fait, le lieu de nos projections aussi en tant qu'héritiers de cette colonisation. Et toute la question de la dépossession et du déplacement et de l'effacement et de comment on retrouve une dignité dans cette perte et dans cette dépossession et comment on fait récit, parce que le récit, il est essentiel pour la libération. Et donc, mais je pense que c'est commun à tous ces peuples, effectivement, de l'Amérique du Nord, Sud, etc., ou jusqu'en Afrique, en Asie, qui ont vécu cette dépossession historique. Profonde et donc en tout cas moi je sais que avoir vécu en Palestine m'a préparée à poser des questions et à mieux les comprendre en Algérie parce que j'avais compris ce que c'était que passer un checkpoint tenu par un soldat. J'avais compris ce que c'était de ne pas pouvoir se déplacer. J'avais compris ce que c'était que de ne pas avoir les mêmes droits que les Israéliens. Enfin, donc voilà, donc, je m'étais identifiée aux Palestiniens, donc j'avais l'impression d'avoir compris quelque chose plus profondément. Mais bon, franchement, je pense que c'est... Je me demande s'il n'y a pas des thèses qui sont écrites là-dessus, les comparaisons occupation algérienne. Sans doute. Ça va venir en tout cas. J'ai une amie aux États-Unis qui a travaillé sur l'occupation de Hawaï. Elle compare Hawaï à la Palestine. C'est intéressant, hein. Et elle voulait faire l'Algérie, mais elle n'a pas eu le visa, donc elle a fait... Bon, dommage. Ouais, mais elle fait Hawaï, Palestine. D'accord, ouais. Vraiment intéressant. Donc, et des territoires qu'on ne pense pas forcément comme issus de l'occupation. Hawaï, ce n'est pas l'imaginaire qu'on en a. Mais justement, d'aller poser ces questions sur ces territoires-là aussi, d'occupation plus ancienne. Voilà. Et moi, je vois que c'est la conclusion. Oui, mais j'ai quand même une question surprise. Ah. Est-ce que ton papa, il a fini par déboulonner sa statue sa statue à lui? Ça, c'est une belle question. Alors, justement, en fait, c'est une histoire sans fin parce que donc, le Musée des Beaux-Arts de Nancy a organisé une exposition autour de la figure du sergent Blandan et toute l'iconographie coloniale. Parce qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, mais à l'époque, il y avait des assiettes. Il y avait toute une iconographie coloniale qui circulait, qu'on mangeait dans des assiettes sergent Blandan, par exemple. Donc, ils ont fait une exposition à partir de tous ces objets qui est vraiment intéressant. Et ils m'ont demandé d'imaginer une stèle, une sorte de contrepoint de vue poétique à placer sous la statue du sergent Blandan. Donc là, je vais retourner à Boufarik fin février pour retrouver des témoignages d'anciens qui ont connu cette statue, qui a été remplacée par une grosse orange. Parce que c'est la région de la Mitidja et c'est la région des oranges. D'Orangina aussi. Voilà. Et donc voilà, il y a quelque chose à essayer d'imaginer. Alors mon père, je pense qu'il a déboulonné cette statue dans le sens où il a finalement réussi à réaliser son film
qui s'appelle « Mange ton orange et tais-toi ». Parce que sa mère, quand ils allaient manger des oranges à Bouffarique, et quand il demandait c'est qui cet homme-là, en pointant la statue du sergent Blandan, elle lui disait « Cool Roscoot, mange ton orange et tais-toi ». Et donc c'est le titre de son film. Et voilà, donc bon, le sergent Blandan n'est pas loin, parce que j'en ai rêvé il y a 2 nuits. Mais en fait, et c'était drôle parce que en fait on me disait, mais quand même cet homme a fait du bien. Et j'étais là, mais comme s'il fallait toujours replanter le positif. Oui, oui. Et je pense que je suis en dialogue avec une partie de cette société qui a du mal à lâcher en fait sur le discours positif sur l'histoire coloniale. Et voilà, donc je pense qu'on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge, mais la porte n'est pas si loin. La relève est assurée aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et alors, quels sont tes... Là, tu nous as parlé de Bouffarique, donc quels sont tes projets futurs là en rapport ou non avec le livre? Donc, il y a cette stèle. Ouais, ce projet de stèle. Et puis, en fait, là, j'aimerais bien travailler sur des podcasts parce que je trouve que c'est un super outil aussi. Enfin, par exemple, là, je me rends compte autour de mon livre, il y a beaucoup d'enfants issus de couples mixtes qui viennent témoigner. Et il y a toute une histoire aussi sur les enfants de couples franco-algériens qui n'est pas racontée, notamment à l'époque coloniale ou post-coloniale, sur les enfants qu'on disait de sang mêlé. Oui. Est-ce qu'ils étaient indigènes? Est-ce qu'ils étaient français de plein droit? Et ça, c'est une question que j'aimerais bien travailler parce qu'il y a eu aussi toute une époque marquée par les kidnappings d'enfants franco-algériens et la question de la reconnaissance de la souveraineté. Donc, il y avait des décisions de justice qui n'étaient pas appliquées, qui n'étaient pas reconnues en Algérie. Voilà, donc en fait, je pense qu'il y a plein de questions autour de cette mixité qui, moi, continue de m'intéresser. Après, j'espère sortir de l'Algérie un jour. Mais comme tu dis, je sais pas. J'en sais rien. J'ose espérer. Mais bon, je pense qu'on y revient sans cesse. Bien mais sûr. Au moins, aller prendre l'air ailleurs. Bien sûr, c'est nécessaire. Bon, voilà, ouais. Même si des fois on déplace ces questions et on va poser les questions qu'on voudrait poser à l'Algérie aux Amérindiens. Mais voilà, à peu près. Merci d'avoir répondu à la question. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui aimeraient poser une question à Dorothée? Ou faire un commentaire? Question. Commentaire filmé. Non. C'est le choix. Eh bien, si... Il y a un moment dans le livre où tu dis, je crois que l'Algérie est devenue une obsession. À quel moment c'est devenu une obsession pour toi? C'est difficile à dire à quel moment c'est devenu une obsession. Mais en fait, le problème, c'est que plus tu travailles sur l'Algérie, plus l'obsession augmente. Donc au départ, elle peut être un peu ténue, puis après, tu la nourris de récits et de voyages et de recherches, et ça grossit, en fait, comme toute obsession, en fait. Mais je dirais que maintenant, elle est un peu moins tenace, parce que comme j'ai écrit, ça m'a libérée. Je me dis, voilà, laisse-moi tranquille maintenant. Mais... Jusqu'à la prochaine histoire. C'est ça, ouais. S'il n'y a pas de questions, on va remercier Dorothée, Myriam Pielou. Merci beaucoup. Merci pour ces mots. Merci pour ce moment. Il y a une parole qu'on m'a souvent racontée et j'ai jamais su quel en était l'auteur, mais on me l'a rappelé parce que c'est la Kabylie, c'est la montagne et c'est cet étranger qui vient tout d'un coup prendre le pouvoir et nous redéfinir. Ça dit nous étions en paix avec nos montagnes, vous êtes venus comme des vents fous. Nous avons résisté comme nos montagnes, vous avez hurlé comme des vents fous. Nous, on est éternels, comme nos montagnes. Vous passerez comme des vents fous. Merci beaucoup, Dorothée, pour ce moment. Merci à tous. Bonne soirée. Merci.